« 5 janvier, Afrique du Nord, l'armée britannique entre à Bardia, en Libye. « 10 janvier 41, Moscou, signature d'un traité entre le Reich et l'Union soviétique. Pologne, les exactions envers la population juive s'intensifient. Commencée en décembre 1940, l'opération Compass, placée sous le commandement du général Wawel, a pour but d'annihiler toute résistance italienne en Libye. Le 4 janvier, Wawel donne l'ordre de poursuivre les unités italiennes qui se replient sur Bardia et Tobrouk. Le lendemain, la garnison de Bardia capitule. 40 000 soldats italiens sont faits prisonniers. Quatre jours plus tard, l'armée britannique parvient à encercler Tobrouk. Investi par l'armée britannique le 21 janvier, ce port deviendra la principale place forte britannique en Libye. Les traités entre le Reich et l'Union soviétique, signés simultanément à Berlin et à Moscou le 10 janvier 1941, entérinent les frontières entre les deux pays et organisent la coopération économique. En échange de nourriture et de matières premières, l'Allemagne s'engage à fournir aux Russes des produits industriels. Ce marché va permettre à Hitler de préparer ses futures invasions, dont celle de l'Union soviétique 6 mois plus tard. L'année 1941 commence par un durcissement des mesures contre les populations juives. Dans toute l'Europe occupée, la terreur à l'égard de la population juive s'intensifie. Les ghettos se remplissent de gens condamnés à une mort lente. Les épidémies font des ravages.
la famine sévit partout. Ici, le ghetto de Cracovie. Les ghettos constituent une étape dans l'extermination des Juifs. Seule une infime partie réussira à survivre, souvent grâce au soutien et au courage de la population locale. La Pologne est le seul pays occupé où venir en aide à un Juif équivaut à la peine de mort pour toute la famille, et même pour tout le village. « 12 février, Tripoli, arrivée des premières unités de l'Afrika Korps. 10 février 41, Vichy, nomination de l'amiral Darlan à la vice-présidence du Conseil. L'effondrement de l'armée italienne en Afrique du Nord oblige Hitler à apporter son soutien à Mussolini. Les unités de l'Afrika Korps, commandées par le général Rommel, ont été spécialement formées pour les combats dans le désert. Officiellement, le général Gariboldi remplace le général Graziani à la tête de l'armée italienne. En réalité, désormais, le commandement italien est totalement soumis à l'autorité allemande. En Libye, le général Rommel choisit de passer à l'attaque. L'armée britannique, affaiblie par le départ de certaines unités dirigées sur d'autres fronts, n'est pas en mesure de faire face à l'offensive de l'armée germano-italienne. La première grande offensive de Rommel commence le 24 mars 1941. Le baptême de feu de l'Afrika Korps est couronné d'un immense succès. Après un bref affrontement, El Agheila est reprise aux Britanniques. C'est là que Rommel gagne son surnom de renard du désert. En février, l'amiral Darlan devient le dauphin du maréchal Pétain et président du Conseil. Après 18 mois d'occupation de la France, la politique du maréchal Pétain compte encore de nombreux partisans. Le souvenir de Verdun procure au vieux maréchal, qui fête ses 85 ans, l'aura d'un chef d'État providentiel. Au nord, dans la zone occupée, les Allemands ont mis l'économie à leur service. La Gestapo et la police de Vichy poursuivent sans relâche les premiers résistants qui cherchent à entrer en contact avec le général de Gaulle et la France libre. Mars 41, la Bulgarie adhère au pacte d'acier. La Grande-Bretagne subit une vague de bombardements allemands. Himmler désigne Auschwitz comme le futur lieu d'extermination des Juifs. Depuis un certain temps, Hitler cherche à obtenir le soutien des pays balkaniques. Le 2 mars, la Bulgarie adhère au pacte d'acier. Le roi Boris III exprime ainsi sa reconnaissance à Hitler pour son soutien dans ses revendications territoriales à l'encontre de la Roumanie. Il espère également obtenir d'autres territoires, au détriment de la Yougoslavie et de la Grèce.
Le pacte signé par la Bulgarie menace les intérêts britanniques dans les Balkans. C'est pourquoi, le 4 mars, des unités britanniques débarquent en Grèce. Le 25 mars à Vienne, le régent Paul de Yougoslavie signe l'adhésion de son pays à l'Axe. L'équilibre des forces dans les Balkans est fortement compromis. Le lendemain, des manifestations éclatent à Belgrade. Le 27 mars, un putsch militaire soutenu par le Royaume-Uni destitue le régent. Le jeune roi, Pierre II, et son nouveau gouvernement annulent les engagements yougoslaves à l'égard des Allemands. Le soir même, Hitler signe l'ordre d'invasion de la Yougoslavie et de la Grèce. Les opérations militaires sont préparées en accord avec les gouvernements italiens et hongrois. Face à l'expansion allemande, la Grande-Bretagne résiste courageusement. C'est là où trouvent refuge les gouvernements des pays occupés. C'est là qu'affluent les soldats des armées vaincues qui veulent continuer la lutte. La reine d'Angleterre n'hésite pas à visiter personnellement les camps d'entraînement. Malgré l'échec de l'invasion de la Grande-Bretagne, la Luftwaffe demeure une perpétuelle menace pour les Britanniques. Le bombardement de Londres, le 19 mars, s'avère particulièrement meurtrier. 750 personnes y trouvent la mort. En cette période, les bombardements frappent également d'autres centres industriels et portuaires en Grande-Bretagne. Ainsi, l'Allemagne s'efforce de focaliser l'attention du monde sur les îles britanniques, tandis que se prépare, en secret, l'invasion de l'Union soviétique. La désignation par Himmler du camp de concentration d'Auschwitz comme le lieu d'extermination des Juifs annonce ce qui sera dévoilé un an plus tard, lors de la conférence de Wannsee, comme la solution finale du problème juif en Europe. La situation sanitaire dans les ghettos surpeuplés empire de jour en jour, comme ici à Varsovie. En mars, les Juifs perdent le droit d'utiliser les transports urbains. La communication entre le ghetto et la ville est scrupuleusement réglementée. L'approvisionnement du ghetto est rendu quasiment impossible. Le quotidien est tellement dur et sans espoir, les autorités nazies tellement cyniques et cruelles, que nombreux sont les cas de folie et de suicide. Si en janvier 1941, on comptait 898 morts, en avril, ils sont déjà 2601 et en août, 5560. Les cadavres sont enterrés dans les fosses communes. « 4 avril, l'Afrika Korps entre à Benghazi, en Libye. « 6 avril, la Wehrmacht attaque la Yougoslavie et la Grèce. L'arrivée sur le sol africain de la 15e Panzer Division permet au général Rommel d'intensifier ses opérations. Son prochain objectif est la Cyrénaïque. Le vendredi 4 avril, les forces de l'Axe s'emparent du port de Benghazi. Mises en déroute et saisies de panique, les unités britanniques évacuent la ville. Parmi les prisonniers de guerre se trouvent 2 généraux britanniques, Neame et O'Connor. La passe victorieuse de l'Afrika Korps se poursuit. Le 10 avril, les forces de Rommel parviennent aux abords de Tobrouk. La tentative de prendre la forteresse se solde toutefois par un échec.
Laissant Tobrouk aux mains des Britanniques, les Allemands continuent leur progression vers l'Est, en direction de la frontière égyptienne. Dans la nuit du 5 avril, l'armée allemande envahit la Yougoslavie. La Yougoslavie, déchirée par des conflits intérieurs, oppose peu de résistance. La 12e armée du maréchal List franchit la frontière bulgare et pénètre en Macédoine. La 2e armée attaque par le nord, tandis que la division SS Leibstandart Adolf Hitler ouvre la voie vers la Grèce. La progression de l'armée allemande est foudroyante. Les unités hongroises, italiennes et bulgares participent également à l'invasion. Les velléités yougoslaves de résister sont tuées dans l'œuf. Le 12 avril à Belgrade, les forces de la division SS Dies Reich s'emparent du bâtiment du ministère de la Guerre. Belgrade est en ruine. 17 000 personnes périssent dans les bombardements de la 4e Luftflotte du général Neuer. Presque tous les ponts sont détruits. Le gouvernement yougoslave se réfugie dans les montagnes. Le 14 avril, le roi Pierre II quitte le pays. Le 17 avril à Belgrade, les généraux Janković et Sinkar Marković signent l'acte de capitulation. La campagne de Yougoslavie aura duré 12 jours. Les Allemands n'ont perdu que quelques centaines d'hommes. C'est le général von Kleist qui assiste au défilé de la victoire à Belgrade. La chute du royaume de Yougoslavie ravive les tendances nationalistes en Croatie, qui bénéficie depuis 1939 d'un statut d'autonomie. Au sein de l'armée yougoslave, les unités croates refusent de combattre les Allemands. Dans certaines villes, les soldats du Reich sont accueillis en libérateurs. Le 10 avril, à Zagreb, la proclamation d'indépendance de la Croatie est acclamée par une foule euphorique. Le 16 avril, Ante Pavelić, le chef de l'organisation nationaliste des Ustachi, est désigné à la tête du nouvel État croate. Ainsi, la politique allemande et italienne de désintégration de la Yougoslavie triomphe. L'invasion de la Grèce commence le 6 avril. Les fortifications grecques qui font face à la frontière bulgare ne constituent pas un obstacle pour l'armée allemande. Le 18e corps de montagne du général Böhm les contourne en passant par la Yougoslavie.
La plus spectaculaire opération aéroportée de cette campagne a lieu le 26 avril. Le 2e bataillon de parachutistes allemands prend pour cible le canal de Corinthe, qui sépare la presqu'île du Péloponnèse du reste du pays. Le 26 avril, à l'aube, les parachutistes allemands débarquent à Corinthe. L'objet de cette action est de s'emparer d'un pont stratégique. Après de durs combats, les parachutistes allemands prennent le contrôle du pont. Mais alors qu'ils tentent de le déminer, le pont explose, tuant sur le coup nombre de sapeurs allemands. Le 26 avril, l'armée grecque se retire de Thèbes. Le lendemain, les unités allemandes pénètrent dans Athènes. Face à cette situation désastreuse, les 27 et 28 avril, le corps expéditionnaire britannique évacue la Grèce pour se réfugier en Crète. « 20 mai, les unités aéroportées allemandes investissent la Crète. 27 mai, le Bismarck est coulé. Après s'être rendus maîtres de la Grèce continentale, les Allemands s'emparent de nombreuses îles. Le 16 avril, l'île de Tassos est occupée. Le 19 avril vient le tour de Samothrace et le 4 mai, celui des îles Lesbos et Chios. La prise de la Crète s'avère bien plus périlleuse. Depuis l'évacuation de la Grèce, 42 000 soldats alliés stationnent sur l'île. L'invasion de la Crète incombe aux parachutistes du 11e corps du général Student. Le 20 mai 1941, à l'aube, les soldats d'élite de la 7e division aéroportée s'envolent pour l'île, couverts par quelques centaines de chasseurs et bombardiers du 8e corps de la Luftwaffe. L'invasion débute aux environs de 7 heures du matin. Les parachutistes sautent dans les environs de la Canée et d'Héraclion. Ensuite, arrivent les planeurs transportant d'autres soldats et du matériel. Le moment fort de l'invasion est la prise de l'aéroport de Malem aux abords de la Canée, qui doit recevoir le renfort de la 5e division de Gebirgsjäger, les chasseurs de montagne du général Ringel. Cependant, les Allemands se heurtent à une résistance inattendue des forces britanniques et de la population locale. À la suite de combats acharnés, l'envahisseur perd près de 7000 hommes. Suite à ces lourdes pertes, Hitler n'autorisera plus aucune opération aéroportée d'envergure. Le général Student n'a pas de quoi être satisfait. En mai 1941, la bataille d'Atlantique fait rage. La Luftwaffe dispose de bases aériennes sur les côtes françaises et norvégiennes, ce qui lui permet d'élargir son rayon d'attaque des navires alliés en mer. Lors de ces missions, les Allemands utilisent surtout des bombardiers Junker Ju-88, Heinkel E-111, ainsi que des bombardiers Focke-Wulf 200 Condor.
Il devient de plus en plus difficile pour les convois alliés de se protéger des attaques de la Luftwaffe et des U-Boote. En mai 1941, 19 nouveaux U-Boote entrent en service alors que la Kriegsmarine n'en perd qu'un seul. Les attaques de convois surviennent surtout au départ des ports américains et canadiens. Pour s'en prendre à un convoi, les Allemands utilisent la tactique dite de la meute des loups. Pour contrer la menace sous-marine, les Britanniques cherchent à améliorer leur système de détection et de protection, ainsi qu'à saboter les bases des U-Boote. Le 18 mai, les cuirassés Bismarck et Prinz Eugen arrivent en Atlantique. Le croiseur britannique Hood succombe au canon du Bismarck le 24 mai. La destruction du cuirassé géant devient pour les Britanniques une affaire d'honneur. Après une poursuite haletante, le Bismarck coule le 27 mai, à quelques centaines de milles au large de Brest. Malgré une amitié déclarée, les relations entre le Reich et la Russie soviétique demeuraient tendues et suspicieuses. Hitler craignait qu'au moment propice, Staline n'attaque le Reich. Après avoir stabilisé ses conquêtes à l'ouest et dans les Balkans, et même si l'Angleterre n'a pas été vaincue, Hitler se retourne donc vers l'Est. Après l'échec de l'invasion du Royaume-Uni, la conquête de la Russie devient l'objectif prioritaire du régime nazi. Le 22 juin 1941, à l'aube, les armées allemandes fortes de plus de 3 millions d'hommes, 7100 canons, 3300 chars et plus de 2700 avions attaquent l'Union soviétique. Le premier jour de la campagne, la Luftwaffe a déjà détruit environ 1200 avions soviétiques, dont les 2 tiers au sol. Après avoir annihilé la résistance russe aux frontières, les unités rapides de la Wehrmacht, du groupe d'armées Centre, du Feldmaréchal von Bock s'enfoncent dans le territoire soviétique en direction des fortifications de la ligne Staline. La surprise de l'attaque est totale. La décomposition des forces soviétiques commence par 3 divisions, la 12e, la 89e et la 103e, qui, dans la région de Bialystok, passent du côté allemand après avoir abattu ou mis en fuite leur commissaire politique. Afin d'accroître leur force de frappe, les Allemands ont recours à l'emploi massif de l'aviation. Jusqu'au 10 juillet 1941, 320 000 soldats soviétiques se rendent en Biélorussie. Le 16 juillet, dans la région de Smolensk, 300 000. Entre le 5 et le 8 août, dans la région de Uman, 103 000. Jusqu'au 26 septembre, dans les environs de Kiev, 665 000. Au total, en 3 mois à peine, les Allemands font 1 300 000 prisonniers de guerre.
Une semaine après le début de l'attaque, le 28 juin, les unités allemandes de la 20e division blindée arrivent à Minsk, en Biélorussie. Les unités du groupe d'armée Nord du général von Leb, qui attaquent en direction de Leningrad, obtiennent aussi des succès rapides. Leur vitesse de progression est impressionnante. L'hostilité des populations lituaniennes, lettonnes et estoniennes envers le pouvoir soviétique y est pour beaucoup. Ces petits États baltes n'ont pas oublié ni leur annexion par l'Union soviétique, ni surtout les déportations massives de leurs citoyens vers la Sibérie. Dans ces pays, de nombreuses unités armées nationales se sont formées spontanément pour soutenir l'offensive allemande en attaquant l'armée rouge en pleine débâcle. La forteresse de Brest-Litovsk est le symbole de résistance acharnée de certaines unités soviétiques. Héroïque, elle tient près d'un mois. Le 30 juin, les forces allemandes s'emparent de Lvov, en Ukraine. L'accueil de la majorité de la population ukrainienne s'apparente à une liesse. Là encore, les Ukrainiens n'ont pas oublié les famines organisées par le pouvoir soviétique dans les années 30, pendant lesquelles des millions de personnes sont mortes de faim. Juste avant de prendre la fuite, le NKVD assassine quelques milliers de membres d'organisations de résistance polonaises et ukrainiennes enfermés dans les prisons de la ville. À cause des crimes du régime stalinien en Ukraine, tout comme dans les pays baltes, les Allemands sont le plus souvent accueillis en libérateurs. Août, signature de la Charte de l'Atlantique. « 16 juillet, les forces allemandes s'emparent de Smolensk. « 19 juillet, l'État français et le Japon signent un traité concernant l'Indochine. 30 juillet, Londres, signature d'un traité polono-soviétique. Le 14 août 1941, aux abords des côtes de Terre-Neuve, la rencontre entre le président Roosevelt et le Premier ministre Churchill se clôt par la signature de la Charte de l'Atlantique, qui fixe les règles des futures relations internationales. La progression des unités du groupe d'armée Centre en direction de Moscou se poursuit. Le 16 juillet, les Allemands prennent Smolensk. La route vers la capitale soviétique semble ouverte. Moscou n'est plus qu'à 350 km. Derrière les unités combattantes opèrent les groupes d'intervention de la SS, les sinistres Einsatzgruppen, commettant de nombreux massacres. Ces exactions ont pour effet de consolider la résistance de la population. En Chine, l'offensive japonaise se poursuit. La diplomatie japonaise prépare le terrain pour continuer son expansion. Après avoir signé en avril un traité de neutralité avec l'Union soviétique, le 19 juillet, le Japon signe un traité avec l'État français au sujet de l'Indochine. Les forces japonaises prennent le contrôle des points stratégiques de cette région. 8 aérodromes et 2 ports qui constituent d'excellentes bases pour attaquer les territoires britanniques et néerlandais.
Le 30 juillet 1941, à Londres, est signé le traité polono-soviétique entre le général Sikorski, le premier ministre du gouvernement polonais en exil, et Maïski, l'ambassadeur de l'Union soviétique en Grande-Bretagne. Des centaines de milliers de Polonais déportés aux confins de l'Empire soviétique sont libérés. Ainsi peut commencer la formation de l'armée polonaise en Union soviétique. Le 12 août, Hitler redéfinit les objectifs des armées allemandes. En août, la forteresse de Tobrouk tient toujours. En août 1941, sur le front de l'Est, les armées allemandes remportent de grands succès. Le 12 août, Hitler redéfinit les objectifs des différentes armées. Le groupe d'armées Nord doit continuer à marcher sur Leningrad. Le 28 août, les forces allemandes pénètrent à Tallinn, la capitale estonienne. Lors de leur retraite, les unités soviétiques sont fortement éprouvées par les attaques de la Luftwaffe. Cependant, la résistance se consolide et les combats pour chaque ville deviennent de plus en plus acharnés. Les premières unités allemandes parviennent dans la région de Leningrad. Dans le même temps, l'armée finlandaise commence son assaut en direction de l'ancienne capitale russe à partir de l'isthme de Carélie. Le 29 août, Leningrad est complètement encerclée. En accord avec Hitler, le groupe d'armées Sud opère en Ukraine en direction de Kharkov et de la Crimée. Sur cette route se trouve Nikolaïev, une importante base navale soviétique. Avant de se retirer, les Russes réussissent à évacuer une partie des navires et à détruire les autres. Le 16 août, Nikolaïev tombe aux mains des Allemands. À la fin août, les forces germano-roumaines parviennent au Dniepr. Sur leurs arrières, le port d'Odessa, encerclé, tient toujours. En Afrique du Nord, les forces britanniques continuent à défendre Tobrouk. Le noyau de la défense à Tobrouk est assuré par l'excellente 9e division d'infanterie canadienne. Les conditions au sein de la forteresse sont pour le moins spartiates. La canicule dépasse parfois les 40 degrés et les rations quotidiennes s'élèvent à 2 litres d'eau de mer dessalée et autant d'eau de mer. Du côté des assaillants, prend place le 21e corps d'armée italien, ainsi que 2 régiments allemands de la 9e Panzerdivision. Les différentes tentatives pour s'emparer de la forteresse échouent. Face à la détermination des défenseurs, les forces de l'Axe installent un blocus. Les accrochages se déroulent dans le désert, où, la nuit, des patrouilles quittent le camp pour explorer le terrain. La mer est l'unique moyen de ravitailler la forteresse encerclée. En août, on commence à relever les unités australiennes. Elles sont remplacées par une division britannique, une brigade polonaise et un bataillon tchécoslovaque en provenance d'Alexandrie en Égypte. « 8 septembre,
Début du siège de Leningrad. « 16 septembre, Reza Pahlavi devient le nouveau Shah d'Iran. Le 8 septembre 1941 commence le siège de Leningrad. Il durera 900 jours. Hitler pense que la prise de cette ville emblématique portera un coup au moral des soviétiques, tout en permettant de poursuivre l'avancée allemande au nord jusqu'à la ligne Arkhangelsk-Astrakhan. L'état-major soviétique consolide la défense de la ville. Aux abords de Leningrad, à la portée des canons allemands, la population prépare les fortifications. Le membre du conseil de guerre pour le front de Leningrad, Andreï Jdanov, participe au commandement de la défense. La Luftwaffe bombarde sans relâche le port et les quartiers d'habitation. Lors du siège, qui va durer plus de 2 ans, l'artillerie allemande va déverser sur la ville environ 150 000 tonnes d'obus. 800 usines sont détruites, ainsi que plus de 10 000 bâtiments. Le coup le plus dur pour la population de la ville assiégée est la destruction d'immenses entrepôts de vivres. Cette perte des réserves provoque la mort de faim de quelques centaines de milliers de personnes. Les armées allemandes continuent leur avancée victorieuse. Cependant, les unités russes se ressaisissent de manière significative. En outre, les réserves en hommes commencent à affluer des arrières. Les Allemands doivent combattre dans des espaces immenses. De plus, le terrible hiver russe approche à grands pas. Le 16 septembre, suite aux pressions anglo-soviétiques, le Shah d'Iran abdique au profit de son fils, Reza Pahlavi. Octobre, Ukraine, offensive du groupe d'armées Sud. L'offensive du groupe d'armées Sud se poursuit. Cette force est composée de 59 divisions, dont 43 divisions allemandes, 14 roumaines, 2 hongroises et des unités italiennes et slovaques. À l'arrière du front, le port d'Odessa tient toujours malgré les assauts. Après un long encerclement, les forces allemandes et roumaines pénètrent dans Odessa le 16 octobre. C'est l'automne. Les pluies diluviennes transforment les routes en marécages. Les unités allemandes progressent de plus en plus difficilement. Moscou prépare sa défense. Le 19 octobre, la ville est en état de siège. Des centaines de milliers de moscovites prennent part aux travaux de fortification.
Les autorités veulent susciter la fibre patriotique de la population. Les préparatifs de défense sont dirigés par le général Zhukov. Face au danger, les années de terreur stalinienne sont oubliées. « 18 novembre, Afrique du Nord, début d'une grande offensive britannique. » Moscou, à la fin du mois de novembre, les forces allemandes parviennent aux abords de la ville. « 18 novembre, Éthiopie, capitulation italienne. » Le 18 novembre 1941, dans le désert, commence l'offensive de la 8e armée britannique. L'opération, qui reçoit le nom de code Crusader, est placée sous le commandement du général Auchinleck. Le premier assaut est un échec. En revanche, le second, effectué début décembre, contraint les forces de l'Axe à se replier. Dans la nuit du 9 au 10 décembre, les troupes germano-italiennes quittent les environs de Tobrouk. D'ici la fin décembre, toute la Cyrénaïque tombera aux mains des Alliés. À la fin novembre, seulement 20 km séparent les Allemands de Moscou. À l'aide de jumelles, ils peuvent apercevoir les dômes dorés des églises orthodoxes de la ville. En novembre, des divisions sibériennes de réserve, aguerries au combat d'hiver, sont amenées vers Moscou. Moscou sera défendue avec détermination par les forces du front occidental soviétique, dont les ailes sont couvertes par deux autres fronts, celui de Kalinin et celui du sud-ouest. Le 18 novembre, le dernier bastion de résistance italienne en Éthiopie, Gonder, tombe. « 5 décembre, Moscou, contre-offensive soviétique de grande ampleur. » 7 décembre, Hawaï. L'aviation japonaise attaque Pearl Harbor, la base de la flotte américaine. Le 5 décembre, vers Moscou, commence une grande contre-offensive soviétique. 3 jours après, Hitler ordonne à la Wehrmacht de passer à la défensive. La bataille de Moscou, la première opération victorieuse de l'armée rouge, met fin à la série de succès allemands dus au Blitzkrieg. À la fin 1941, les pertes de la Wehrmacht en Russie s'élèvent à environ 800 000 hommes, dont plus de 200 000 tués ou disparus. Le premier ministre du gouvernement polonais en exil, le général Sikorski, séjourne à Moscou. Il s'agit de la première visite officielle d'un Polonais en Union soviétique depuis septembre 1939. Les 3 et 4 décembre, Sikorski rencontre Staline au Kremlin. Une déclaration politique et un traité concernant le développement de l'armée polonaise en Union soviétique sont signés. Fin décembre, le général Sikorski rend visite aux unités polonaises formées depuis le mois d'août. Elles comptent alors environ 50 000 soldats. Leur principal problème réside dans le manque de matériel.
Le 7 décembre 1941, 350 avions japonais décollent de leur porte-avions et attaquent la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. Les pertes matérielles américaines sont considérables. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis. Parallèlement à l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais attaquent les territoires britanniques en Asie du Sud-Ouest, et notamment la Malaisie et Hong Kong. Ils débarquent aussi dans les îles américaines de Wake et de Guam. Aux Philippines, les forces japonaises débarquent dans les îles de Luçon et Mindanao. Le 25 décembre, les Japonais s'emparent de Hong Kong où ils massacrent des civils chinois.